j'ajoute un seul mot, un dernier à ma cause, on peut, parlant patois, faire de grandes choses. Voyez les 5 clochers et voyez le beffroi, ceux qui les ont dressés ne parlaient que patois. Voilà, un bel hommage pour commencer, pour Kmaché, seule visite, un Picard du Bieffreux. La langue que vous venez d'entendre, c'est du picard. Bienvenue dans Honore ses trésors. Alors, on est dans le beffroi de Tournai, 72 mètres de haut, et pourtant, c'est pas le beffroi qui nous intéresse. Non, non, c'est sa visite en langue picarde, parce que ce numéro est consacré aux langues régionales. Donc, bien sûr, on parle ici à Tournai, mais on le parle sur un grand territoire. Donc, toute le Picardie, c'est ce que vous voyez ici. Donc, en Belgique, par exemple, Chava d'une zone qui est située à Intermont, c'est Charleroi, hein, donc ici, jusqu'à Comines. Et du côté français, bien sûr, une plus grande partie, on a tout le nord, les Hauts-de-France, on a toute le Somme, on a 2 tiers de l'Oise et une partie de l'Aisne. Donc tout ça, c'est du Picard. Le Bieffreux est classé à l'UNESCO. J'ai même le plus ancien en Europe, mais j'ai pas le plus haut. Mons, par exemple, il est plus haut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Bieffreux? Ben, c'est le symbole des libertés communales. Alors, vous voyez tout en haut, les petits enfants, est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il y a tout en haut du Bieffreux? Oui, il y a des girouettes, il y a un dragon, Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un dragon? Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Des méchants, hein? Donc, il va protéger le cité de la ville, des assaillants. On va aller à la salle didactique ici. Là, il y a un espace où on peut virer à hauteur. Il y a la salle du squelette carillonneur. Du squelette carillonneux, il peut s'exercer. Donc on voit bien le parti rénové au niveau de la nef et du transept. La partie gothique, c'est une autre histoire parce que au chat, il y a un problème d'instabilité, de stabilité. Et donc là, pour Sœur, on ne la verra pas avant une trentaine d'années. Il y a 55. Bravo. Françoise, pourquoi elle visite un Picard? Ah ben parce que c'est le parlage de chez nous et que j'ai à cœur, nous avons à cœur de l'entretenir et de le promouvoir. Et il y a beaucoup de visites à un chien à Picard? Ah ben il y en a en tout cas chaque année, donc chez le Ville et l'Office du tourisme qui organisent des visites à Picard et je dois dire que ça a vraiment de succès. Pas mal de succès. Les gens et Chaquintin? Ah, ils sont contents. D'ailleurs, ils rient déjà avant que le visitel commence. Justement, il rit avant, mais justement, vous aussi, vous en avez pensé quoi de cette visite? On vous écoute. Ça nous a rappelé des souvenirs d'enfance. Nos grands-parents étaient picards, donc voilà, c'est pas le même dialecte tout à fait, mais on était heureux de réentendre du picard. Et vous êtes originaire du Nord ou pas du tout? Non, de la région lyonnaise pour moi. Et moi de l'Île-de-France. C'était cool. Il y avait quand même des mots que j'avais pas trop compris, comme 7. Au début, j'avais pas compris, mais après, j'avais compris. J'étais jamais venue ici visiter parce que c'est un peu notre ville, donc on a tendance à aller visiter ailleurs, mais pas notre ville, et c'était vraiment très très sympa. Et de le faire en langue picarde, ça apporte un petit plus, et vous avez tout compris surtout?
J'ai tout compris et effectivement c'est un petit plus, ça me rappelle mes grands-parents. Mon papa continue à me parler en patois et c'est vraiment une touche du cœur. Forcément, une visite en langue régionale, c'est toujours un petit plus. Mais au fait, on a parlé de picard, mais chez nous, on parle aussi de ch'ti, on parle aussi de flamand. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ça avec un linguiste. Alain Dawson va nous expliquer le tout. Comme l'expliquait Françoise Van der Broek, donc la guide du Beffroi de Tournai, le picard est la langue régionale d'une bonne partie des Hauts-de-France. Mais quelle différence avec le ch'ti? Si il y en a une, et bien pour y voir plus clair, je reçois Alain Dawson et Lyudmila Smirnova. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous êtes donc docteur en sciences du langage, linguiste, et également aussi chercheur associé au Centre d'études des relations et contacts linguistiques et littéraires de l'université Jules Verne. Vous êtes à l'origine, tous les deux, de plusieurs ouvrages, et notamment, on va commencer avec vous Alain, d'un lexique, on va l'appeler comme ça, lexique, dictionnaire? Oui, c'est un petit dictionnaire du français régional, aux éditions Le Robert, qui s'appelle « Ça se dit comme ça » dans le Nord et la Picardie. Pourquoi vous dites du français régional en fait? Il y a une petite différence entre le picard et le français régional? Oui, parce que là, dans ce lexique, on parle du français tel qu'il est parlé habituellement dans le nord de la France et la Picardie. Donc c'est bien du français, mais dans ce français, on sent des influences du picard et du flamand, des langues régionales. Donc pour le flamand et les langues régionales, je me retourne vers vous, Lyudmila. Vous avez également donc ensemble proposé deux ouvrages, un dictionnaire fondamental français-picard qui a été ensuite augmenté. Donc voilà, le premier que vous avez publié, et puis donc le second. Là, qu'est-ce qu'on y retrouve là ici? Alors, nous avons participé à la rédaction de ce premier dictionnaire qui s'appelle Dictionnaire français-picard fondamental, qui contient 1100 entrées. D'accord. Et l'originalité de ce projet, le projet qui a été lancé par l'Agence régionale de la langue picarde, qui siège à Amiens, et l'idée était l'originalité du projet est de partir du français vers le picard. D'accord. Ensuite, on a augmenté le volume du dictionnaire et maintenant, deuxième volet du même projet contient 5000 entrées avec 2000 expressions françaises et leurs équivalents picardes. Voilà, donc on a d'un côté un dictionnaire, je veux dire basique avec juste les mots, et là on a un dictionnaire avec aussi des expressions qui nous permettent d'intégrer le picard. On parlait de picard, de ch'ti, il y a une différence entre les deux ou pas du tout? Alors je dirais pas du tout pour le linguiste. Le linguiste va considérer que c'est la même langue, c'est la même grammaire, c'est le même vocabulaire. Avec néanmoins quelques petites variantes de prononciation, des mots qui diffèrent d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre. Alors ces petites différences, elles sont sur toute la région et pas uniquement entre ce qu'on appelle généralement le ch'ti et ce qu'on appelle généralement le picard. Puisque quand on parle couramment du picard, c'est plutôt la Picardie proprement dite, donc la Somme, l'Oise et l'Aisne. Donc tout ça, c'est du picard, mais dans le Nord et le Pas-de-Calais, on l'appelle ch'ti. Donc c'est vraiment uniquement une question de dénomination qui diffère. Donc une différence de dénomination qu'on apprend à l'école. Si je ne dis pas trop de bêtises, vous êtes donc professeur aussi de français. Vous allez donner des cours en langue picarde à la Cato. L'idée, c'est de former les futurs enseignants? Oui, c'est le travail en amont. L'Institut, l'Université catholique de Lille a du courage de se lancer dans ce nouveau projet et de former de nouveaux enseignants pour cette belle langue picarde. On en fait suffisamment aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale pour la préservation des langues régionales, que ce soit donc pour la nôtre, le picard, mais aussi pour le reste de la France. Il y a vraiment une volonté d'inclure ces langues régionales et de garder ce patrimoine? Mais je pense que les langues régionales, elles ont trouvé une petite place dans l'éducation nationale, effectivement, place encore modeste. Quant au picard, on pourrait dire la même chose du flamand occidental d'ailleurs, nos deux langues des Hauts-de-France ont trouvé leur place, elles, très récemment, puisque ça date de 2022. Quoi. Oui. Enfin, c'est vraiment un enseignement qui débute tout juste.
Et donc, je dirais, non, évidemment, on n'en fait pas assez. Nous, on espère fortement que les cours et l'enseignement du Picard va augmenter dans les années à venir. Mais enfin, c'est un petit démarrage prometteur, disons. Et ce démarrage prometteur aussi se voit surtout dans la culture. C'est vraiment là aussi que les langues régionales ont une place. Le picard, le ch'ti, le flamand, dans le domaine culturel, c'est peut-être là d'abord la meilleure porte d'entrée pour avoir envie de découvrir plus profondément le picard. Mais la place du picard, elle est partout. Potentiellement, on doit pouvoir parler picard, pas seulement pour faire de la culture, mais aussi, pourquoi pas, pour commander un plat au restaurant, une bonne carbonate flamande, par exemple, ou dans l'enseignement à l'école, par exemple, comme on vient d'en parler. Donc la place est partout, mais c'est vrai que la culture permet de rentrer plus facilement. C'est vrai qu'aller voir une pièce de théâtre en picard, par exemple, c'est une bonne manière de commencer à se frotter à la langue et de la faire vivre. Donc la faire vivre sur scène dans un premier temps. Mais c'est un premier pas pour la faire vivre après dans la rue, au bureau, à l'école, enfin partout où elle a potentiellement sa place. Comme donc certains maires par exemple qui s'en emparent aussi, qui mettent dans leur publication maintenant de plus en plus de choses en picard également. Je vous remercie tous les deux, Ludmila Smirnova et Alain Dawson, d'être venus. Donc vous êtes linguiste et donc docteur en sciences du langage. Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous pour nous parler donc justement de picard. Alors moi je vous parler de culture, justement, je vous invite à la rencontre d'un artiste un peu pluriel, un artiste chanteur, clown, musicien, attaché justement à la culture locale et au patois. C'est Joël Dufresne qui nous a reçus chez lui à la frontière entre le Nord et la Picardie. Chez Cadoreux, ils iront deux par deux se promener à l'Ducasse. On a démarré en musique cette rencontre autour des langues picardes avec un artiste, Joël Dufresne, aux talents multiples. Je peux dire que vous êtes comédien, chanteur, musicien, un peu clown quand même. Un peu clown. Un peu clown. Qu'est-ce que vous venez de nous jouer là à l'instant? On reconnaît un petit peu, c'était quoi? Oui, alors je chante une chanson qui est une chanson intemporelle, qui est Le Temps des Cerises. Donc une chanson qui a été composée et écrite par Jean-Baptiste Clément dans les années 1870, au moment de la Commune de Paris. Pourtant, quand on écoute bien les paroles, vous ne dites pas Le Temps des Cerises. Alors, je ne dis pas Le Temps des Cerises parce que j'essaye de chanter la traduction qu'on m'a donnée, en fait. Cette chanson, Le Temps des Cerises, a été traduite par un monsieur qui s'appelle Anselme Frémicourt. Et il l'avait écrite comme ça, en remplaçant les cerises par les groseilles. Alors, une cerise en picard, on dit une cerise. Une groseille, on dit un grogel. C'est un fruit rouge, c'est à peu près la même époque. Ça se récolte l'été. Et en fidélité à sa mémoire, je chante cette chanson, Je tends des grogels. Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes amoureux de la langue picarde? Comment vous êtes tombé dedans? Ah là là. Alors, si vous voulez, c'est une langue que pratiquaient mes parents, mes grands-parents quand j'étais petit. Je l'ai entendue, bien évidemment je ne la parlais pas quand j'étais petit, mais c'est une langue qui fait partie de mon enfance. Et bien des années après, quand j'étais jeune adulte, il se trouve que je travaillais dans un service d'accueil et on recevait beaucoup de gens qui venaient de la campagne. Et dans les campagnes, à mon époque, quand j'étais jeune, on parlait encore le picard. Donc les premiers émois que j'ai eus, c'est en recevant ces gens qui venaient demander un renseignement. Ils me parlaient en picard, je comprenais rien du tout. Et après, c'est comme si j'avais fait une espèce de retour dans mon enfance. C'est-à-dire que tout au long de ma carrière, j'ai eu l'opportunité de créer des spectacles en picard. Et là, je suis replongé. C'est marrant parce qu'on aurait dit que cette langue était toujours là. On est chez vous, vous nous accueillez chez vous et un grand merci. On est à la limite entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Donc c'est vraiment la limite. Vous faites la liaison entre les deux et on a demandé à nos précédents invités, il y a une différence entre le picard et le ch'ti? Alors, je vais employer un ratro. Un ratro, c'est un dicton picard. Le picard et le ch'ti, chez du draw, Pérel à le doublure.
C'est-à-dire, c'est du pareil au même. D'accord. C'est du pareil au même. Il y a évidemment de la différence par rapport au vocabulaire, à certains mots, certaines expressions qui vont pas être les mêmes, mais je dirais que quand on écoute la langue picarde, quand on écoute le ch'ti, franchement, je vous dis, je reprends cette expression, chez Ludro, Perel à le doublure, on comprend. Voilà. Un orgue de Barbarie, c'est une jolie boîte. D'ailleurs, votre spectacle, ça s'appelle Boîte à canchon, un karaoké. Oui. Vous proposez un karaoké. L'idée, c'est que ça rappelle un peu le jukebox qu'on trouvait dans les cafés, en fait. Exactement. En fait, cet appareil est l'ancêtre des jukebox qu'on trouve. Alors maintenant, c'est plus tout à fait comme ça. Maintenant, il y a des télévisions qui font 2 mètres sur 3, il y a des enceintes amplifiées, il y a des choses de ça. Mais c'est le modèle réduit de l'orgue qu'on peut trouver dans les églises ou dans les cathédrales. Donc, quand on chante, il y a un rapport, je mets cette expression vraiment entre guillemets, à quelque chose de sacré, à une musique un peu sacrée. On reconnaît tout de suite un orgue de Barbarie, rien qu'à l'oreille. On reconnaît tout de suite, mais j'aimerais bien maintenant un autre petit morceau, mais avec la guitare. Et si ça vous dit, on change le décor et on va dans votre jardin. Ben allons-y. Allons-y. Osivo, comme on dit en Picard. Osivo. Tralala, tralalalala. Quand canari soro canter, il ira virer les filles, il ira virer les filles. Quand canari soro canter, il ira virer les filles, les apprendra. Nouveau morceau, donc là, à la guitare. C'était Oui. quoi ce morceau-là? Alors ça, c'est une vieille chanson traditionnelle wallonne, une chanson populaire wallonne, qui s'appelle Mchot Gaïole, la petite gaïole. C'est une chanson qui était notamment interprétée par Julos Bocarn. Dans la boîte à canchon dont on parlait de votre spectacle, il y a plusieurs instruments. C'est lequel votre compagnon préféré? C'est quand même la guitare? Oui, c'est la guitare. C'est la guitare. La guitare, c'est l'instrument. C'est mon instrument de prédilection. Hein. J'ai commencé mes concerts, j'ai commencé à composer à la guitare, à chanter à la guitare. Et puis après, comme j'ai un parcours aussi de clown. J'ai beaucoup utilisé la musique dans mon parcours de clown, et là j'ai utilisé la musique comme l'utilise un clown, c'est-à-dire avec des instruments un peu bizarroïdes, des cloches, un concertina, une petite trompette, un piccolo, un flexatone, vous voyez, des choses comme ça, des bouteilles. Un travail de musicien de clown, quoi. Vous êtes donc en tournée, on retrouvera toutes vos informations sur votre page Facebook officielle. Est-ce que vous regrettez peut-être, comme beaucoup d'artistes qui chantent dans les langues régionales, de ne pas être assez programmés en radio, à part seulement sur les radios spécialisées ou les chaînes de télé spécialisées? Oui, c'est vrai que on est un peu les parents pauvres, hein, les langues, notamment le picard et le ch'ti. Il n'y a peut-être pas une forte demande, ni une forte proposition par rapport à ça. Mais moi, j'ai une idée. Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas fixer, par exemple, notamment dans le cadre de la programmation culturelle, des quotas, en laissant une place à la langue et à la culture régionale dans les programmations, que ce soit les mairies ou que ce soit les centres culturels, les théâtres. Oui, aller plus loin que la radio, la télé, vraiment être au contact de la population. Qu'on se dise, bon bah, sur une saison, j'accueille au moins un ou 2 spectacles en langue régionale. Un grand merci, Joël Dufresne, pour ce voyage musical en langue picarde, donc on l'a bien compris. Dans notre région, donc il y a la défense de la langue picarde, mais il y a aussi la défense de la langue flamande. C'est tout aussi important et on va en parler tout de suite avec Jean-Paul Couchet, le coprésident de l'Institut de la langue régionale flamande. Merci Joël. À déter tous. Et après le picard, maintenant le flamand. Voici une autre langue régionale d'importance pour nous dans notre région, même capitale aussi, pour l'Institut de la langue régionale flamande. Et je suis à distance avec son coprésident Jean-Paul Couchet. Rondar. Bienvenue avec nous donc à distance. Vous allez bien? Très bien, très très bien. Merci de nous consacrer un petit peu de votre temps. Donc on l'a vu, le picard, langue importante, le flamand présent donc dans les chansons, dans les visites touristiques, les spectacles. En quoi est-ce que c'est important pour une langue régionale de s'exprimer sur le terrain culturel? Ça fait partie du patrimoine. Hein. La culture et le patrimoine sont intimement liés, que ce soit le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel. Là, on est dans le domaine du patrimoine immatériel et c'est le patrimoine de notre région. Voilà, sur une partie de son territoire, parce qu'il n'est pas présent sur la totalité des Hauts-de-France, mais en tout cas, il est présent sur une partie.
mais aussi en transfrontaliérité. Donc c'est non seulement une langue de la région, mais c'est aussi une langue européenne, on pourrait dire, hein, puisque on a une partie de locuteurs en Flandre belge et même une partie dans un territoire qui dépend aujourd'hui des Pays-Bas. Avec l'Institut de la langue régionale flamande, qu'est-ce que vous mettez en place pour justement promouvoir le flamand dans notre région ? Bah écoutez, depuis une vingtaine d'années, je peux dire que c'est allé vraiment de manière crescendo, et on est sur tous les pans qu'on peut mettre en œuvre, que ce soit au niveau de l'apprentissage, parce que ça c'est quand même le socle, hein, l'apprentissage d'une langue. On peut mettre en place toutes les manifestations et toutes les animations. Si les gens ne comprennent pas la langue, c'est compliqué. Donc, bien évidemment, la formation vient en premier. Alors, elle touche toutes les générations, hein. On mène des ateliers pour la petite enfance, d'initiation. Ensuite, des initiations pour les scolaires dans les écoles, en plus de ce qui se passe au niveau enseignement scolaire. Des cours pour adultes, des ateliers de pratique langagière. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui vraiment couvre tout notre territoire de la Flandre française. Vous parlez d'enseignement, Jean-Paul Couchet, ça c'est important. Ça représente combien d'élèves? Parce qu'on enseigne donc le flamand dans les écoles, les collèges, les lycées. Ça représente combien d'élèves et où on en est de la formation des professeurs chez nous? Alors, c'est un sujet qui a pris beaucoup d'importance depuis 2021, à partir du moment où le flamand a été ajouté à la liste des langues régionales qui peuvent être enseignées dans l'éducation nationale. Donc, c'est assez récent, hein, qu'on puisse avoir un format vraiment professionnel dans l'éducation nationale au niveau de son enseignement. Aujourd'hui, on a terminé l'année scolaire avec 12 établissements qui offrait donc le flamand aux scolaires, 8 en école primaire, 4 en collège. À la rentrée donc 2025-2026, on enrichit encore, enfin quand je dis on travaille avec le rectorat bien évidemment sur ce sujet, on enrichit encore le dispositif. On va arriver donc maintenant à 11 écoles primaires et à 5 collèges, hein, donc sur le territoire, pour ceux qui connaissent donc bien le territoire de la Flandre française, on démarre à Bergue, ensuite Croct, Wormhout, Cassel, Bailleul, et donc tous ces territoires-là viennent aujourd'hui diffuser le plus possible l'enseignement et le proposer aux élèves. Donc en plus, il y a 2 écoles privées qui enseignement pour les élèves, Jean-Paul Couchet, qui est pris vraiment aussi à cœur par les villes, puisque donc on a pu le voir dans les images pendant l'interview de ces panneaux bilingues, et donc de la charte Oui au flamand. Il y a, si je ne dis pas de bêtises, 57 villes qui ont signé la charte. Ça veut dire quoi pour elles? Ça représente quoi cette charte? Et est-ce qu'il y en a qui vont en signer prochainement? Déjà, je voudrais dire en préambule que c'est hyper important parce que il y a 57 communes qui ont signé la charte Jauw met Vlaams, oui au flamand, dans différents aspects, et surtout sur la signalétique, mais également sur d'autres aspects. C'est très important en fait, et on se rend compte avec les 57 communes. Hein, je rappelle que c'est plus de la moitié du territoire flamandophone, où les conseils municipaux ont voté une délibération pour dire oui à la langue régionale dans leur commune et dans leurs compétences. Et donc ça, c'est l'engagement le plus beau qui soit, je vais dire, au niveau du territoire. Et effectivement, il y a encore 2 autres communes là qui sont prêtes à signer, qui viennent de délibérer en faveur de la signature de la charte. Il y en a à peu près 5-6 autres qui sont en réflexion. Et donc, on sait déjà qu'on va dépasser le chiffre de 60 avant la fin de l'année. Et alors, en général, la charte s'appuie surtout sur le développement de la signalétique bilingue, c'est-à-dire les panneaux d'entrée dans les communes. Ça n'échappe pas à celui qui fait un peu de tourisme en Flandre ou qui y habite, hein, et qui voit bien tous ces panneaux. Mais c'est également les panneaux de rue, les panneaux de lieux-dits, les panneaux de ruisseaux aussi, hein, des watergans, etc. Et donc, au-delà de l'engagement sur la signalétique bilingue, il y a aussi un engagement dans la vie sociétale, sociale de la commune. C'est-à-dire, par exemple,
exemple, doter la médiathèque municipale d'ouvrages en langue régionale, faire une étude toponymique sur l'origine des toponymes en flamand, mais ça peut être aussi organiser des manifestations en langue régionale dans la commune, des pièces de théâtre, des soirées musicales, etc. Mais voilà, donc il y a différents domaines où les communes peuvent intégrer le flamand, mais c'est aussi tout simplement dans des petits actes du quotidien, c'est-à-dire lorsqu'il y a une manifestation, eh bien faire comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà un petit mot en flamand à l'entrée, Honda, ou bien quand le maire est un peu flamandophone, eh bien d'aller un peu plus loin, dire 2 ou 3 phrases en flamand, ou d'écrire également quelques textes en flamand dans le cadre des magazines municipaux, sur le site internet. Ça n'est pas qu'une matière scolaire. Bien évidemment, et on le voit bien, donc Jean-Paul Couchet, que tous les voyants donc sont au vert pour valoriser les langues régionales dans notre région. Bedankt pour votre temps que vous nous avez accordé. Je rappelle qu'il y aura aussi prochainement l'Office du flamand occidental qui va prochainement ouvrir ses portes. Donc ça, c'est aussi un événement important. Donc les langues régionales, un atout indispensable pour notre patrimoine culturel. Et si vous aussi, vous souhaitez nous parler de votre patrimoine, qu'il soit historique, culturel ou encore même gastronomique, eh bien n'hésitez pas à scanner ce QR code qui est en ce moment en train d'apparaître à l'écran pour que justement ce patrimoine soit mis à l'honneur prochainement dans Honor ses trésors.